Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis heureux de vous retrouver. Alors, aujourd'hui, on va continuer notre sujet concernant l'accident vasculaire cérébral. On a déjà parlé des formes cliniques de l'accident vasculaire cérébral, on a parlé des bilans kinésithérapiques, maintenant on passe à la prise en charge rééducative. Après un AVC, le patient doit subir une prise en charge globale, une prise en charge qui est multidisciplinaire et le programme de la rééducation doit être proposé en fonction des résultats des bilans et selon l'état général des patients. Et l'évolution de l'AVC passe par 3 phases et chaque phase présente ses propres caractéristiques. Et on doit tracer les objectifs de notre prise en charge selon chaque phase. La première phase, c'est la phase aiguë, c'est le premier mois. Alors, le premier mois après l'installation de la maladie, ça veut dire à partir de G1 jusqu'à G30. La deuxième phase, c'est la phase subaiguë, qui veut dire presque 6 mois. Et la troisième phase, c'est la phase chronique, qui commence à partir du 7e mois. D'accord? Donc, on a trois phases. Juste après l'AVC, on parle de la phase aiguë, qui est appelée aussi la phase initiale. Après un mois, la maladie entre dans la deuxième phase, qui est dite la phase subaiguë, ou bien on dit la phase de récupération. La phase de récupération. Et plusieurs mois après l'AVC, certains malades conservent des séquelles et des complications. Et dans ce cas, on parle de la phase chronique, ou bien on dit la phase séquelaire, parce que les malades peuvent garder ces séquelles toute la vie. D'accord? Alors, brièvement, on commence par la première phase qui est dite la phase aiguë ou bien la phase initiale. Normalement, dans cette phase, le malade est alité, il est hospitalisé en réanimation ou bien en service de neurochirurgie et le rôle de la kinésithérapie est purement préventif dans la première phase. Il faut travailler avec précaution, il faut être prudent, pas seulement le kiné, mais toute l'équipe soignante doit travailler avec précaution. Pourquoi? Parce que les activités intenses peuvent augmenter le volume de l'ischémie. Et cela, bien sûr, aggrave l'état des malades et limite sa capacité de récupération. Donc, il faut travailler avec précaution. Et le rôle de la kinésithérapie, dans la première phase, c'est la lutte et la prévention contre les complications de décubitus. Il faut prévenir contre les escarres par le changement de position. Il faut prévenir contre les problèmes thromboemboliques par la mobilisation passive des 4 membres. On fait une mobilisation passive des 4 membres à titre préventif pour activer la circulation sanguine et pour réduire le risque des thromboses. Et aussi, il faut prévenir contre l'encombrement bronchique par des séances de la kinésithérapie respiratoire et notamment le désencombrement bronchique. Et aussi, parmi les complications de décubitus, c'est la myotrophie et les raideurs articulaires et l'œdème. On peut, ça veut dire prévenir contre l'œdème par la surélévation des membres. Bien sûr, on doit respecter les indications et les contre-indications de chaque technique. Donc, c'est ça en général le rôle de la kinésithérapie dans la première phase. D'accord? Et il faut faire des séances qui sont pluriquotidiennes, des séances qui sont courtes pour ne pas fatiguer le malade. Donc ça c'est un principe, il ne faut pas fatiguer le malade. Il faut faire attention à la subluxation de l'épaule, ça c'est très important. Et il faut vérifier la tension artérielle d'une façon qui est régulière. D'accord? Alors, on passe maintenant à la deuxième phase qui est la phase subaiguë, ou bien on dit la phase de récupération. Normalement, pendant les premiers jours, le malade peut se présenter avec une flasticité et une hypotonie, donc les muscles sont flasques. Et dans cette période, on doit privilégier les exercices fonctionnels de transfert, ça veut dire le changement de position. C'est l'apprentissage de retournement. On doit apprendre au malade comment changer sa position à partir du décubitus dorsal vers le décubitus latéral, par exemple. Et aussi, on insiste sur les exercices de la dissociation des ceintures. Ça, c'est très important, la dissociation des ceintures. Là, je parle de la ceinture scapulaire et de la ceinture pelvienne. Les exercices de la dissociation des ceintures, il est considéré comme une préparation à la marche. D'accord? C'est quoi la dissociation des ceintures? Tout simplement, lorsque vous voyez un enfant qui est en train de ramper,
qu'est-ce qu'il fait? Il pousse en avant la main droite, par exemple, en parallèle avec le genou gauche. Puis, il pousse en avant la main gauche en parallèle avec le genou droit. D'accord? Donc, c'est ça la dissociation des ceintures. La physiologie de la marche se base sur la dissociation des ceintures. Toujours, on pousse en avant, par exemple, le membre supérieur droit en parallèle avec le membre inférieur contralatéral. Et aussi, on travaille le membre supérieur et inférieur en décubitisme. Quoi d'autre? Après quelques jours, la spasticité commence à s'installer et on continue notre travail, on continue les techniques de la dissociation des ceintures. Et concernant la prévention des complications, on utilise les mêmes techniques. Les moyens sont identiques à ceux de la phase précédente. Et on commence le travail de l'équilibre dans la deuxième phase. Le travail de l'équilibre en position assise et en position debout. On doit apprendre au malade comment se mettre en position debout et comment maintenir son équilibre en position debout et comment élargir le polygone de sustentation pour garder l'équilibre dans cette position. Puis on travaille la marche sur les barres parallèles et on propose des aides techniques pour les utiliser en dehors des barres parallèles. Et en cas d'inhypertonie des triceps serrales, si la spasticité des triceps serrales est trop gênante, le malade doit porter une attelle jambière. Quoi d'autre? Donc, généralement, dans la première phase, le rôle de la kinésithérapie est purement préventif. Et dans la deuxième phase, on commence le travail curatif et on commence le travail de l'équilibre et la rééducation de la marche. Dans la troisième phase, bien sûr, les patients qui présentent un AVC dans la phase chronique peuvent rencontrer des problèmes de mobilité, des problèmes de la coordination et de la force musculaire. Et le kiné doit identifier avec le malade quelles sont les séquelles les plus gênantes afin de mettre en place des choses pour compenser. Parce que normalement, le rôle de la kinésithérapie dans cette phase, c'est quoi? C'est l'entretien et la compensation, et non pas la récupération. D'accord? Donc ça, c'est un point qui est très important. Le thérapeute propose un programme d'exercice. Ce programme doit être adapté à chaque patient selon les signes cliniques et selon les troubles associés. Et le rôle, c'est quoi? C'est l'entretien et la compensation et non pas la récupération. Il faut bien comprendre ça, parce qu'il y a des malades qui n'acceptent pas ça. Lorsqu'on dit que l'objectif c'est l'entretien et la compensation, ils n'acceptent pas ça. Bien sûr, il y a des déficiences qu'on peut les récupérer, par exemple les troubles de langage, mais il y a des fonctions qui sont perdues et qu'on ne peut pas les récupérer. Hein? Et dans ce cas, on parle de l'entretien et de la compensation. Brièvement, dans la troisième phase, qui est dite la phase séquelaire ou bien la phase chronique, la rééducation doit cibler les séquelles de l'AVC et les complications de la maladie. Il faut restaurer la mobilité des troncs et des membres, il faut améliorer la marche, hein, il faut faciliter la marche, il faut améliorer l'appréhension et l'équilibre. Et aussi parmi les objectifs de la rééducation dans la phase chronique, c'est le traitement de la négligence spatiale unilatérale et la prise en charge orthophonique pour les patients qui se présentent avec une aphasie, quel que soit le type de l'aphasie. Et aussi, il faut prendre en charge le côté psychique des patients aussi, parce que l'AVC, c'est une maladie qui est handicapante et bien sûr, l'handicap peut laisser un impact péjoratif sur la santé mentale des patients, etc. Donc, on doit cibler toutes les déficiences et tous les troubles neurologiques qui sont présents chez le malade. Par exemple, concernant l'équilibre, on doit aider le malade à améliorer son équilibre par des techniques, comme par exemple l'entraînement musculaire des troncs, qui vise à renforcer et privilégier l'équilibre en position assise.
et l'entraînement en position debout et l'utilisation des surfaces instables, comme par exemple le plateau de Freeman. Le plateau de Freeman compte parmi les moyens les plus utilisés dans la rééducation proprioceptive après une atteinte neurologique par exemple, ou bien après un traumatisme comme par exemple l'entorse de la cheville, etc. D'accord? Et aussi, on fait avec le malade des exercices proprioceptifs pour traiter le pied tombant. Hein? Pour ceux qui souffrent d'un pied tombant, ça veut dire les malades qui ont du mal à faire la dorsiflexion, le mouvement de la dorsiflexion, hein? Parce que parmi les causes de la perte de l'équilibre après un AVC, c'est le pied tombant. Le pied tombant, c'est une séquelle qui est très dangereuse. D'une part, elle affecte l'équilibre et d'autre part, elle augmente le risque de chute, le risque de tomber. D'accord? Et dans ce cas, on conseille le malade d'utiliser une orthèse pour réduire le risque de tomber. Hein, c'est une solution à court terme, mais en même temps, on fait des exercices proprioceptifs pour traiter l'origine de la maladie. D'accord? Et on fait aussi des exercices avec les yeux fermés, etc. Donc, il y a pas mal de choses à faire pour aider le malade à améliorer et renforcer son équilibre. Quoi d'autre? Il y a aussi la rééducation de la marche. Normalement, concernant la marche, toutes les anomalies et tous les troubles neurologiques que présente le malade entraînent une difficulté à marcher, comme par exemple la spasticité, les rétractions musculo-tendineuses, les problèmes proprioceptifs, ça veut dire les troubles de la sensibilité proprioceptive, la négligence spatiale unilatérale, etc. Donc, le traitement de toutes ces anomalies nous facilite l'acquisition de la marche et la récupération de la marche. Le malade ne peut pas marcher correctement, il ne peut pas récupérer la marche si les déficiences sont sévères. Et normalement, la rééducation de la marche commence dès la deuxième phase. C'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. On commence la rééducation de la marche dans la phase subaiguë. On commence par la marche sur les barres parallèles, etc. Et on continue notre travail dans la troisième phase, la marche sur les barres parallèles. Puis le malade doit utiliser les aides techniques en dehors des barres parallèles et progressivement il va laisser les aides techniques pour marcher lui seul. Et après, on doit corriger les boiteries. Hein? On doit corriger les boiteries par des stimulations électriques, par des renforcements musculaires selon le type de la boiterie. D'accord? Et généralement, l'acquisition de la marche et la récupération de la marche se fait chez presque 90% des cas dans les 6 premiers mois. Ça veut dire dans la phase subaiguë. Mais il y a des personnes qui nécessitent une année et parfois plus. Et surtout les malades qui se présentent avec une négligence spatiale unilatérale. Quoi d'autre? Aussi, parmi les objectifs de la rééducation de la phase chronique, c'est la lutte contre la spasticité. C'est une priorité. La spasticité gêne la marche et gêne la motricité en général. Donc, on utilise tous les moyens qu'on a pour combattre la spasticité et pour réduire la spasticité. Et on doit prendre en considération les indications et les contre-indications de chaque technique. Parmi ces techniques, on a la cryothérapie, on a la thermothérapie. Scientifiquement, la thermothérapie joue un rôle très important dans la lutte contre la spasticité. Mais il faut juste voir l'état des patients, comment il est. Par exemple, s'il est fatigué, s'il se fatigue rapidement, la chaleur est déconseillée parce qu'elle augmente la fatigue. Mais en général, il y a des cas où la chaleur aide bien sûr à réduire la spasticité. Donc on a la cryothérapie, on a la thermothérapie, on a la balnéothérapie. Le malade peut se baigner dans une baignoire avec une eau tiède qui ne dépasse pas 34, 35, 36 degrés maximum, c'est très bénéfique. Et aussi les techniques d'inhibition et les exercices des étirements, les étirements des muscles qui sont rétractés, les muscles qui sont spastiques, etc. Donc parmi les objectifs de la rééducation dans la phase chronique, c'est quoi? C'est la lutte contre la spasticité. Quoi d'autre? Aussi, il faut aider le malade à récupérer
la fonction de la main et des doigts, on travaille les prises, etc., en collaboration avec un ergothérapeute qui peut nous aider par des moyens pour nous faciliter la tâche. Quoi d'autre? Et aussi, parmi les choses les plus importantes dans ce cas, c'est la prise en charge de la négligence spatiale unilatérale. Hein. La négligence spatiale unilatérale, c'est une séquelle qui est très grave. Elle laisse un impact péjoratif direct sur la marche. Pour que le patient puisse récupérer la marche le plus rapidement possible, il faut traiter la négligence spatiale unilatérale. Et ce syndrome peut se traiter par des techniques qui sont simples, comme par exemple les stimulations sensorielles. Hein, les stimulations sensorielles, c'est une méthode qui est très simple. Cette méthode se base sur les stimulations sensorielles tout simplement. Le thérapeute utilise des stimulations sensorielles pour aider le malade à faire attention à son côté négligé. Donc, les stimulations sensorielles vont pousser le malade et vont encourager le malade à faire attention à son côté négligé. Et même, le traitement médicamenteux peut donner un résultat satisfaisant. Hein, par exemple, le médecin traitant peut prescrire des médicaments agonistes de la dopamine pour améliorer les compétences de l'attention visuelle chez le malade. D'accord? Donc ça, c'est très important. Et aussi, parmi les objectifs de la rééducation dans la phase séquelaire, c'est quoi? C'est la rééducation orthophonique. Hein? L'objectif de la prise en charge de l'aphasie, c'est quoi? C'est de redonner au patient une capacité de communiquer, une communication verbale et non verbale avec son entourage. Donc, tous les malades qui sont aphasiques doivent subir des séances de la rééducation orthophonique. Ils doivent suivre avec un spécialiste dans ce domaine et les séances doivent être en parallèle avec les séances de la kinésithérapie motrice. D'accord? Donc, on doit cibler toutes les séquelles et il ne faut pas oublier, bien sûr, la psychothérapie qui est intégrée dans le traitement, comme j'ai déjà dit tout à l'heure. Le patient doit suivre avec un psychiatre ou bien avec un psychologue pour ne pas arriver au stade de la dépression. D'accord? Donc, pour conclure, la prise en charge rééducative de ces patients nécessite le respect de certains principes. Le premier principe, c'est quoi? C'est le travail d'équipe. Hein, on fait un travail qui est pluridisciplinaire. Le kiné travaille en collaboration avec un médecin neurologue, avec un orthophoniste, avec un psychologue, avec un ergothérapeute, etc. Donc c'est un travail d'équipe. Le deuxième principe, c'est quoi? C'est qu'il ne faut pas fatiguer le malade. C'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Lorsqu'on a parlé de la lutte contre la spasticité, on a dit que la chaleur est déconseillée si le malade est fatigué. D'accord? Donc, parmi les principes, c'est qu'il ne faut pas fatiguer le malade. Et le troisième principe, c'est quoi? C'est la globalité. La globalité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut prendre en charge le malade dans sa totalité. Il ne faut pas traiter une séquelle et laisser les autres. Il ne faut pas insister, par exemple, sur le déficit moteur et négliger, par exemple, l'aphasie. Il ne faut pas insister sur la paralysie et négliger, par exemple, la déficience, par exemple, les déficiences cognitives, etc. Parce qu'il y a une liaison. Et j'ai donné l'exemple par la marche. L'acquisition de la marche est liée par le traitement de toutes les anomalies et de tous les troubles neurologiques que présente le malade.